Alors, je vais vous parler effectivement de ce livre, Les Nouveaux Méchants, en partant du fait que les séries américaines de ces dernières années ont mis dans leur récit énormément de méchants, et c'est peut-être une de leurs spécificités. Alors évidemment, disant ça, je vais rencontrer tout de suite deux objections qui m'ont été faites d'ailleurs. La première consiste à dire, mais en quoi ces méchants sont-ils nouveaux? En quoi ces récits mettant en scène des méchants sont-ils novateurs? Bon. La deuxième question qu'on peut se poser, que parfois, la deuxième objection que font parfois certains confrères ou collègues, c'est de dire, mais de toute façon, l'opposition entre le bien et le mal n'a plus aucun sens aujourd'hui. Toutes les valeurs sont dissolues et ça n'a aucun sens. Alors je vais répondre pour commencer à ces deux affirmations. Et donc la première, en quoi peut-on parler de nouveaux méchants? Qu'est-ce que sont ces nouveaux méchants? Je regarde l'heure. Ouais. Alors la différence entre les méchants des séries actuelles et, disons, celle d'avance, qui est une périodisation assez mauvaise, je me rends bien compte en la disant, c'est pour ça qu'écrire parfois c'est plus précis que parler. Donc la première définition de ces nouveaux méchants est sémantique. C'est vrai qu'un héros se caractérise par une accumulation de qualités. En général, il est relativement monolithique. On peut reconnaître son caractère avec ce double sens du mot anglais de personnage et de caractère par des signes extérieurs, comme par exemple le méchant dans sa western qui est en noir ou même qui a une moustache. Il donne lieu, dans le meilleur des cas, à des personnages qui deviennent des exemples même d'un caractère, comme l'avare pour aller du côté de Molière, ou le distrait pour aller du côté de Pierre Richard. C'est évidemment le cas, par exemple, ces héros dans une des premières séries qui a eu un succès colossal, qui était Dallas. Dans Dallas, on sait que JR est un méchant et que quoi qu'il fasse, en gros, ça sera par méchanceté. C'est-à-dire que même quand il y a un peu d'amour dans une scène, c'est qu'il y a un plan derrière. Alors, des personnages comme Dexter, dans Dexter, ou comme Walter White dans Breaking Bad, sont très différents, parce que ce sont des héros, enfin je vais revenir sur le mot héros, ce sont des personnages en tout cas qui aiment leurs femmes, qui aiment leurs enfants, qui agissent même parfois par amour. Et donc, contrairement à ces héros monolithiques du récit classique, ils ont, je dirais, ils sont feuilletés. Ils sont feuilletés et je distingue trois couches dans ce feuilletage. La première, c'est la profession ou le but qu'ils ont. Hein. Alors, Dexter est quelqu'un qui travaille pour la police, il a une activité professionnelle. Walter White est un professeur de collège au départ, il a un métier qu'on connaît, qu'on voit, etc. Ils ont une situation privée ou familiale et, chose importante, des valeurs qui les définissent. Et ces trois feuilletages, ces trois couches, ne fonctionnent pas toujours les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'il arrive que Dexter, qui tue beaucoup de gens, se révèle finalement un très bon père. Quant à Walter White, lui aussi fait tout par amour pour son fils, pour sa femme, etc. Mais ils ont un petit côté un peu critiquable, c'est qu'ils tuent pas mal de gens. Bon, personne n'est parfait, hein, comme on sait. Alors, de ce point de vue-là, on peut dire que les séries que j'ai pu évoquer ce soir, qui sont plutôt Dexter et Breaking Bad, on dit que les méchants, c'est Walter White et Dexter, etc., alors que les vrais méchants sont ailleurs. Les vrais méchants, ça c'est la couverture de mon livre, évidemment, ça devient une affiche, là, du coup. Dans Dexter, vous avez le personnage de Rudy, qui est un tueur
qui défie son frère Dexter et qui va jusqu'à attacher sa sœur sur une table de dissection, et elle y passerait si ce brave Dexter n'arrivait pas à temps. Et de l'autre côté, vous avez Saxon qui apparaît dans une autre saison de Dexter, qui n'hésite pas carrément à tuer sa mère. Parce que, donc on voit que ça, c'est un vrai méchant. Hein, contrairement, lui, là, c'est quand même pas bien. Même sa mère, vous voyez, ça ne le retient pas. Bon, où vous avez, bien sûr, dans Breaking Bad, Gus Fring, qui est quelqu'un qui est totalement cynique et qui a une méchanceté vraiment congénitale. Alors en ça, évidemment, ces récits qui mettent en scène tous ces méchants sont relativement différents d'un certain nombre de récits classiques parce que, normalement, justement, on a des méchants, des gentils contre des méchants. Par exemple, si je prends James Bond, c'est vraiment le récit typique, hein, où on sait où est le gentil, on sait où est le méchant, et tout ça, c'est pour que le monde ne saute pas, donc c'est quand même assez important. Alors que dans les séries que je prends comme corpus, les méchants s'opposent à des méchants. Il n'y a pratiquement pas de... Les gentils ne sont pas intéressants. Les méchants s'opposent aux méchants, par exemple. Rudy, Dexter, qui paraît méchant, s'oppose à Rudy, qui est beaucoup plus méchant que lui, qui est pourtant son frère. Donc, on a d'une part ce feuilletage, d'autre part donc des méchants entre eux, et par ailleurs, ce qui va évidemment sans dire, on est avec des héros qui changent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas figés dans une psychologie donnée, mais en changement. Alors Vince Gilligan a souvent raconté, Vince Gilligan qui est le père, le créateur de Breaking Bad, a souvent raconté que ce qu'il racontait, c'était simplement une transformation. Je le cite, Breaking Bad est une histoire de changement dans laquelle vous prenez un personnage du point A et vous le transformez sur qui sait combien d'épisodes jusqu'au point Z. Et puis vous avez fini la série. Hein, donc c'est ce trajet qui fait la série. Donc son but, c'est de raconter l'histoire de quelqu'un qui est gentil et qui va devenir pire que ce qu'il était. Ce qu'il oppose à un autre film qu'il a pris comme modèle, qui est Mr. Chips, dans lequel un personnage devient meilleur qu'il n'était au début, ou ça l'oppose à Scarface, où le personnage devient pire que ce qu'il était. Alors, c'est intéressant, comme Breaking Bad est une série où tous les détails sont importants, on peut remarquer que dans la phrase de Vince Gilligan, il dit aussi que c'est un personnage qui passe du blanc au noir, ce qui est assez amusant puisque le personnage s'appelle White et que son but est de détrôner le noir Gus Fring. Hein, bon, c'est un petit détail parmi d'autres. Le troisième critère donc, qui définit le héros est évidemment un critère narratif, c'est-à-dire que comme nous l'avons appris un certain nombre de narratologues, le héros accomplit une quête, il cherche à atteindre un objectif pour arriver à ses fins, et puis il a des opposants, il a des adjuvants, etc. Dans un récit comme James Bond, le méchant est en situation d'opposant. Ici, dans les séries dont je parle, les méchants sont en position de héros. Donc, ils sont les personnages centraux qui accomplissent des quêtes, et bien sûr, ils s'opposent à une autre quête en général. À ce titre, ils sont très différents d'un personnage comme l'agent Cooper dans Twin Peaks, qui lui continue sa mission après avoir résolu le problème. Donc, vous voyez que ces personnages sont en fait des héros, et c'est la raison pour laquelle je ne supporte pas qu'on parle d'anti-héros, ce qui ne prend en compte qu'un élément parmi d'autres, qui est le critère sémantique selon lequel le héros serait quelqu'un qui a des tas de qualités. Mais du point de vue syntaxique, ils sont tout à fait en position de héros, ce qui explique d'ailleurs que nous adhérons assez facilement à ces personnages, quand bien même ils sont ignobles. Ce qui se passe dans d'autres récits que je trouve souvent critiquables, comme un récit par exemple comme La Chute, dans lesquels on voit les derniers jours de Hitler dans son abri, qui devient un personnage finalement assez sympathique. Hein, c'est bizarre. Bon,
Voyons maintenant la deuxième objection que je m'étais posée tout à l'heure, qui consiste à dire que ces personnages, de toute façon, dans les séries d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Je dirais d'abord que dans certaines séries, comme une série trop méconnue, à mon avis, qui est Deadwood, un western absolument extraordinaire, vous avez effectivement des personnages qui sont des méchants authentiques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est difficile d'en trouver des gentils sur cette affiche. Hein. Tous les regards nous montrent qu'ils sont quand même difficilement fréquentables. Et donc, on voit, voilà ce que c'est qu'un vrai méchant. Je vais vous montrer une scène. Alors là, je préfère passer comme ça parce que je vais éclater. Ah, pourquoi on n'a pas mis le son, peut-être. Attends. Zut. Je dévoile la suite. Je spoil. Alors ça, c'est bon. Le son est parti, je ne sais pas pourquoi. Essaye. Non, attends. C'est-à-dire qu'il faudrait le monter. Attends, vas-y. Bon, c'est bien. Tu peux me passer la bouteille, là? Merci. What is your fucking business? You beady little fairy eyes. She came to say goodbye, Si. She's moving on. You don't feel right to me, babe. But if I'm mistaken in my judgment, I regret what I just did for the rest of my life. Now let her go. Bon, là, vous avez une scène où, effectivement, le personnage de Cy Tolliver est un personnage dur, brutal, et, différence avec le héros qu'on va voir, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que ça n'est pas motivé par quelque chose, il est comme ça. Alors que les méchants des séries dont je parle ne sont pas nés méchants, ils le sont devenus. Pour parodier évidemment une phrase célèbre. Par exemple, si je prends l'exemple de Dexter, pour Dexter, il y a 3 explications possibles à sa méchanceté, entre guillemets, au fait qu'il tue. Première hypothèse, première explication est une explication psychanalytique. Il a vu ses parents tronçonnés dans un camion par un tueur. Et donc, évidemment, ça choque un peu, il peut en rester quelque chose. La deuxième explication, elle est donnée vers la 8e saison, quelque chose comme ça, par la personnage jouée d'Evelyn Fogel, qui est jouée par Charlotte Rampling, et qui explique qu'elle est psychiatre, que c'est une anomalie simplement de son cerveau, du cortex insulaire antérieur, et que c'est la partie du cerveau qui est celle de l'empathie. Donc, comme il lui manque cette partie, on comprend qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a une troisième solution qui n'est pas souvent citée, qui est celle-ci, que je vais vous montrer. Donc. God damn it! Linus is gonna walk because of a goddamn typo! Faulty warning, Harry. There's nothing we can do. This is bullshit! Harry! Look, don't worry. Rhinus will make another mistake. Yeah, right. We're just gonna wait for him to kill another girl. Sorry. Happy birthday, kiddo. Be the vacuum cleaner. You okay, Dad? I did the right thing in training you. This just proves it. I did the right thing.
Pepper? Donc là, la scène montre le père de Dexter qui apprend que un assassin qu'il avait réussi à attraper est libéré pour une faute de frappe dans un procès verbal. Donc il lui dit, tu vois, il va falloir que tu te débrouilles tout seul parce que l'institution de la justice, de la police, etc. ne sont pas suffisantes. Et donc la méchanceté est liée dans Dexter, mais aussi dans Breaking Bad, au fait que l'institution est défaillante, et donc il y a une solution individuelle qui va la remplacer. Mais on voit qu'il y a une hésitation ici, dans Dexter, entre le déterminisme et la liberté. Alors, on voit dans ces séries une alternative constante, effectivement, entre la société amenée, enfin, où, pardon, la psychiatrie fait que ton corps t'amène à faire des assassinats, ou au contraire, tu es libre de faire ce que tu veux. Alors, chez certains, chez les héros, j'allais dire dominés, comme Jesse dans Breaking Bad, vous allez voir, lui se place du côté absolument déterminé. You either run from things or you face them. It's the way. What exactly does that mean? I learned it in rehab. It's all about accepting who you really are. I accept who I am. And who are you? I'm the bad guy. Donc, vous voyez, là, lui, il est assigné à une place qu'il vit comme il peut. Pour Walter, c'est différent. C'est un personnage qui croit absolument qu'à la chimie. Et il y a une scène dans laquelle on le voit qui regarde la composition du corps humain et qui regarde tous les composants du corps humain. C'est lié, c'est entrelacé à une scène où il ramasse les déchets d'un mort qui a été mort avec de l'acide. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette scène. Parfois, j'en connais qui arrêtent après cette scène de regarder la série. En tout cas, il arrive à la conclusion qu'il peut dire à peu près 99,88% le poids du corps, mais il lui manque 0,1%. Et ce 0,1% pourrait être l'âme. En tout cas, même si ce n'est pas du tout clair dans cette série, il y a la revendication d'une liberté que je vous montre. Anyway, so for me, that's been the biggest wake-up call. Letting go, giving up control. And it's like they say, you know, man plans and God laughs. That is such bullshit. Excuse me? Never give up control. Live life on your own terms. Yeah, no, I get what you're saying. But cancer's cancer. To hell with your cancer. I've been living with cancer for the better part of a year. Right from the start, it's a death sentence. That's what they keep telling me. Well, guess what? Every life comes with a death sentence. So every few months I come in here for my regular scan, knowing full well that one of these times, hell, maybe even today, I'm gonna hear some bad news. But until then, who's in charge? Me. Bon, donc là, on voit l'affirmation d'une liberté, et donc, contrairement à ce que dit Platon, ici, on est méchant volontairement. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur... Oui. Alors, j'arrive donc pas en conclusion, malheureusement, ce n'est pas encore la fin, mais en intermédiaire, à dire qu'il y a trois catégories de méchants. La première catégorie de méchants, c'est donc celle, comme je l'ai dit tout à l'heure, où le personnage est dans ce caractère j'allais dire, d'ancien méchant, c'est-à-dire on ne l'imagine pas autre chose que méchant. C'est le cas, par exemple, de Tuco dans Breaking Bad ou de Gus Fring, dont on voit la parfaite neutralité du visage, quand bien même il fait des choses les plus condamnables. Vous avez
donc Walt est très différent de ce modèle, puisque lui, il n'est pas prédestiné à la méchanceté, mais il a été traumatisé notamment par la maladie de son père qui l'a frappé énormément. Donc il y a une explication à sa méchanceté qu'on a souvent on a souvent dit que c'était pour faire vivre sa famille qu'il rentrait dans le trafic de drogue parce que payer un cancer, si j'ose dire, est extrêmement cher aux États-Unis. Mais en fait, on voit dans la scène que je vous ai montrée tout à l'heure qu'il y a surtout une sorte de jubilation à pouvoir organiser sa vie comme il le veut et à accomplir des actes qui sortent de l'ordinaire, disons. La troisième catégorie, ce sont les méchants qui sont véritablement manifestent le mal. Alors c'est le cas par exemple d'un personnage comme Mike Ehrentholt dans Breaking Bad, qui est un ancien policier et qui accomplit pour différents personnages de la série des crimes assez nombreux, tout en ayant une grande tendresse pour sa petite fille, qu'il garde souvent. Donc Mike, ce personnage, c'est vraiment la banalité du mal, telle qu'elle a été théorisée par Hannah Arendt, et qui explique que, effectivement, Eichmann, les psychiatres considèrent qu'il est tout à fait normal. Il est même, son comportement, je la cite, à l'égard de sa femme et de ses enfants, de son père et de sa mère, de ses frères et de ses sœurs, était non seulement normaux, mais tout à fait recommandables, dit Hannah Arendt, qui conclut que Eichmann n'était ni Iago ni Macbeth, et rien n'était plus éloigné de son esprit qu'une décision comme celle de Richard III de faire le mal par principe. S'il est devenu un grand criminel, ajoute-t-elle, c'est par par incapacité de se porter dans la tête de l'autre, par une absence totale d'empathie, par un manque d'imagination. Donc, c'est un personnage qui ne prend pas de plaisir sadique à tuer, mais qui, d'une certaine façon, fait simplement son travail. Alors, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on peut dire pour répondre à la deuxième question du bien et du mal dans ces séries? D'abord, pour bien comprendre ce que ces séries disent du bien et du mal, il faut rappeler que la loi américaine est assez différente de la nôtre. Et que, par exemple, dans certains États, comme le Nouveau-Mexique, où se passe la diégèse, si on se croit menacé, on a le droit de tuer. Hein. C'est-à-dire que même si c'est simplement une menace. Quand Walter veut acheter une arme pour se défendre, celui qui lui vend lui dit ceci: on est dans l'Ouest, le Nouveau-Mexique n'est pas un État paisible. Si un type vous cherche noise, vous avez le droit de l'abattre. Certains pensent que c'est un droit moral. Je le pense aussi. Donc la loi est contestée par la position individuelle qui permet de commettre des crimes en toute bonne conscience. Ce que fait, par exemple, Walter au début de Breaking Bad, quand il s'aperçoit qu'on a compris son activité, que deux hommes ont compris son activité, ben il les supprime tout simplement. Oui. Alors, la morale se réduit donc à ceci. Au moment il se pose la question quand même, est-ce que je vais tuer ces gens qui connaissent mon activité de fabricant de drogue? Et il fait 2 colonnes. Sur une, il y a marqué « le laisser vivre », les laisser vivre en fait. C'est l'attitude morale, les principes judéo-chrétiens. Et tu es un meurtrier si tu le fais, donc la vie est sacrée. Et l'autre, le tuer, si je le tue pas, il va tuer toute ma famille. Et donc vous voyez, il n'y a qu'une seule ligne d'ailleurs pour résumer la deuxième position. Donc on est dans une position dans une morale, qui s'oppose complètement à la morale chrétienne et, j'allais dire, à la morale kantienne, c'est-à-dire à des morales
déontologique qui considère que les commandements, notamment du décalogue, ou l'impératif catégorique pour Kant, sont les façons de raisonner pour savoir ce qui est moral et ce qui n'est pas moral. Dans l'utilitarisme que les Américains mettent en avant dans ces séries-là, on a un raisonnement tout à fait autre. Alors je rappelle que l'utilitarisme est introduit, en partie par Bentham à la fin du XVIIIe siècle, du XVIIIe siècle, par Stuart Mill qui reprend beaucoup de points évidemment utilitaristes, et la devise c'est « agis toujours de manière à ce qu'il en résulte la plus grande quantité de bonheur ». Cette quantité de bonheur, c'est une quantité de bonheur pour le plus grand nombre. Et on doit juger à chaque moment de sa vie en spectateur désintéressé pour savoir ce qui apporte de plus de justice à la société. Et de ce point de vue-là, eh bien, on va pouvoir considérer que tuer quelqu'un peut servir la société. Si on tue quelqu'un qui tue des innocents, tuer cette personne est finalement un acte moral. C'est évidemment la loi du talion qui est prônée par Stuart Mill et qui est exactement au milieu de Breaking Bad. Stuart Mill dit un être humain est capable de saisir la communauté d'intérêts entre lui-même et la société, dont il forme une partie, de telle sorte qu'une conduite qui menace la sécurité de la société dans son ensemble menace sa propre personne et réveille son instinct. Alors il y a un paragraphe il y a un épisode qui est extrêmement intéressant dans Breaking Bad où Mike, je crois que c'est Mike, explique que quand il était policier, il avait rencontré un homme qui battait sa femme. Et à plusieurs moments, il l'avait arrêté, mais il l'avait relâché parce qu'il n'avait pas de preuves, etc. Et puis finalement, 15 jours après l'avoir relâché, cet homme a tué sa femme. Donc il dit, voilà, j'ai fait une faute morale parce que j'aurais mieux fait de tuer cet homme que de le laisser tuer sa femme. Donc c'est la même morale qui fait que Obama a considéré à un moment que les camps pour mettre des prisonniers pouvaient recourir à la torture parce que la situation l'exigeait. Hein. Donc, le comportement de Walter est toujours motivé, si vous voulez, par ce calcul qui est quelle serait la conséquence si je ne faisais pas telle ou telle chose. J'accélère un tout petit peu. Alors, on constate, à la différence quand même de cet utilitarisme dont je viens de parler, que Walter ne fait pas tout pour le bonheur des autres, mais plus ça avance, plus il fait des choses qui sont pour se faire plaisir à lui. Et donc, on doit distinguer entre deux conséquentialismes. Le premier conséquentialisme se définit de la façon suivante: de toutes les choses qu'une personne pourrait faire à un moment donné, l'action morale juste est celle qui a les meilleures conséquences pour cette personne et ses amis. C'est par exemple dire on serait en tôle si on n'avait pas tué machin parce que voilà, on aurait été arrêté. Le deuxième conséquentialisme, c'est de dire de toute chose qu'une personne pourrait faire à un moment donné, l'action morale juste est celle qui a les meilleures conséquences pour cette personne. Et c'est plutôt ce conséquentialisme égoïste qui est celle de Walter White. Et donc, je dirais que la frontière entre les héros qui agissent pour la société ou pour remédier à ses défauts et ceux qui agissent pour leur compte est parfois très fine. Et dans le cas de Walter, il est clair que c'est pour lui qu'il agit. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais je crois que vous le savez mieux que moi, que Dexter n'a pas été diffusé, je crois, à la télé suisse, parce que précisément, on avait considéré que ça n'était pas moral.
ça a été, enfin, c'est une information juste que je donne. Peut-être que par la suite, ça a été changé, mais à ma connaissance, ça n'a pas été diffusé en Suisse. Alors, ce qui est évidemment intéressant dans tous ces comportements moraux, c'est qu'on voit bien que, en fait, et c'est en ça que ces séries sont des symptômes de notre société, si ce n'est des reflets, c'est que l'on voit très bien que cette loi de conséquentialiste est de plus en plus appliquée dans l'espace public. Par exemple, j'ai pris un exemple évidemment français, c'est un bijoutier s'était fait attaquer à Nice, il a sorti un revolver, il a tiré dans le dos du type qu'il avait attaqué et il l'a tué, je crois. Et très vite, il y a eu 1,5 million d'internautes qui ont dit qu'il avait bien fait et que finalement, vu ce qui aurait pu se passer, il avait raison d'avoir fait ça. Ça pose aussi le problème, évidemment, qui est assez actuel en France, de la violence légitime. Est-ce que finalement, on peut être violent si la société elle-même ne fonctionne pas bien? Donc, la conclusion de tout ça, effectivement, c'est qu'il y a un rapport très, très fort entre la défaillance des institutions, dont on parle très souvent, et le comportement personnel. Voilà. Merci.